Bonjour Charles Arderlin. 45 ans de journalisme, pendant 35 ans, correspondant à Jérusalem, notamment pour Antenne 2 et pour TV5 Monde. C'est une vie de témoin engagé, c'est le terme qui est choisi par la Société des auteurs pour vous rendre hommage toute la semaine prochaine à Paris. Témoin engagé, pourquoi Charles Arderlin? Pour témoigner sur votre époque, témoigner sur votre temps? Eh bien, écoutez, d'abord, je crois qu'être témoin dans cette partie du monde, avec le conflit israélo-palestinien, avant cela, les guerres entre Israël et l'Égypte, il y a eu l'Israël-Liban, Israël-Syrie, il y a eu tellement d'événements. Effectivement, on considère que vous êtes engagé à cause du langage que vous utilisez. Imaginez qu'en Israël, eh bien, on parle de territoire palestinien occupé, ben, ça vous place tout de suite déjà dans ce que les Israéliens considèrent comme la gauche, c'est occupé. Si vous utilisez le terme territoire disputé ou territoire administré, ben, c'est les Palestiniens et la gauche israélienne qui vous dira ce n'est pas le cas. Donc ça paraît extrêmement difficile de traiter finalement ce sujet, ce conflit. Écoutez, non, je ne pense pas, parce qu'il suffit simplement, dès le début, d'avoir des principes clairs dans le langage. J'ai utilisé le langage de la communauté internationale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Oui, tout en ayant conscience que ce conflit était permanent. Vous êtes plutôt pessimiste sur l'avenir? Écoutez, j'essaye d'être réaliste, et puis je crois qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien est arrivé à un point de non-retour. Pour la première fois dans l'histoire, une administration américaine, l'administration Trump, et un gouvernement israélien, le gouvernement Netanyahou, ont réalisé une véritable alliance pour imposer un règlement à l'Organisation de libération de la Palestine, à l'OLP, à Mahmoud Abbas. C'est un grand tournant dans le conflit qui ne présage rien de bon. Cela veut dire que, et on a déjà les premiers détails, il propose aux Palestiniens une espèce d'arrangement intérimaire, 38% de la Cisjordanie pour les Palestiniens, même Sharon proposait 40%. Jérusalem-Est, une capitale provisoire à Abu-Dis, dont on avait parlé au début du conflit, c'est un quartier à l'est de Jérusalem. Eh bien maintenant, il se trouve de l'autre côté du mur de séparation qui fait 9 mètres de haut. Donc une impasse absolue. Abbas est au pied du mur, visiblement ne sait pas quoi faire. Ses alliés traditionnels, les Égyptiens et les Jordaniens, lui disent surtout: il ne faut pas dissoudre l'autorité autonome, cela remettrait en question les traités de paix israélo-jordaniens et israélo-égyptiens. Or, aussi bien le général Sissi que le roi Abdallah ont besoin de l'aide sécuritaire, de la coopération sécuritaire avec Israël, donc ils sont bloqués. Il y a des problèmes d'argent. Ceux qui peuvent financer aujourd'hui l'autorité palestinienne, eh bien, c'est l'Arabie saoudite qui veut un accord avec Donald Trump. Donc un blocage absolu, une impasse, et les impasses dans cette région du monde ne mènent jamais à de bonnes choses. Oui, et notamment pas à la création un jour de 2 États. Vous n'y croyez pas? Ça, je pense que il ne faut jamais dire jamais, d'abord, sur les possibilités au Proche-Orient. J'ai quand même été surpris plus d'une fois pendant ma carrière. Cela dit, 400 000 Israéliens habitant 60% de la Cisjordanie qui est virtuellement annexée, cela veut dire qu'il est quasiment impossible de créer une Palestine indépendante aux côtés d'Israël. Donc tout cela ne présage rien de bon. Je suis assez aussi déçu de l'attitude de mes confrères, les grandes rédactions des chaînes françaises, généralistes et d'information. On est à un grand tournant au Proche-Orient. On va vers des choses visiblement très graves. Tenez, hier encore, un éditorial très important du quotidien Haaretz parlait de risque de guerre prochaine entre Israël et le Hezbollah au Liban. Donc tout cela mériterait d'être, à mon avis, beaucoup plus couvert et analysé sur les grandes chaînes des médias en France. Oui, au fond, ils se disent quoi? Que ce conflit est interminable? Vous vous êtes pas dit ça pendant 35 ans? Non, parce que je crois qu'il y a eu tellement de développement au fur et à mesure, et puis il faut quand même suivre. Cela dit, effectivement, mes 4-5 dernières années de correspondant de France 2, on me prenait très peu sur le conflit israélo-palestinien. Ce qui, en fait, est un dommage, parce que les choses changent. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu les grands attentats, Charlie Hebdo et puis et puis le Bataclan, tout à coup, le public français se fait: tiens, qu'est-ce qui se passe maintenant? On nous attaque, il y a des attentats. Mais pourquoi ils font ça?
alors qu'il n'y avait pas eu de préparation, pas de véritable analyse, pas d'explication profonde de ce qui se passait. Il a suffi de grands attentats pour que les Français commencent à comprendre les dangers du djihadisme et de l'islam radical. Et pourquoi attendre les catastrophes? Oui, vous l'avez vu, ce danger-là, grandir pendant toutes ces années, Charles Anderlin? Ah oui, ah oui, ah oui. Une partie certaines institutions communautaires m'ont toujours attaqué en raison de ma critique de l'occupation, mais j'ai régulièrement couvert le développement de l'islam radical, notamment à Gaza, qui a été développé et encouragé par les autorités israéliennes, par l'armée israélienne. J'ai publié un livre qui s'appelle « Le grand aveuglement sur l'irrésistible ascension de l'islam radical ». Il faut se souvenir qu'en 1973, c'est le gouverneur de Gaza qui, avec le Cheikh Yassine, à l'époque, on ne savait pas qu'il allait fonder le Hamas, mais il était déjà un islamiste déclaré, eh bien, ils ont inauguré l'immeuble des frères musulmans à Gaza, approuvé par l'administration militaire israélienne. Alors oui, il y a également un problème fondamental pour des Européens, des Français, de comprendre la nature de ce que certains appellent la religion très forte. L'intégrisme. Oui, bon, il y a des intégrismes, mais il faut les surveiller, il faut voir où ils vont, et je crois que ça, c'est très important. Oui, un mot sur cette affaire Mohamed Al-Dura, qui vous a poursuivi longtemps. On vous a accusé à travers l'image de cet enfant mort dans les bras de son père. Ça montrait combien il était difficile, au fond, de montrer des images dans ce contexte. Écoutez, oui, maintenant là, cela faisait partie d'une campagne qui était destinée à me décrédibiliser sur l'ensemble de mon travail. C'est arrivé à peu près au moment où j'ai publié un livre montrant que lors du sommet de Camp David, la responsabilité de l'échec du processus n'incombait pas complètement à Yasser Arafat, mais largement au Premier ministre israélien Ehud Barak. Ça faisait partie d'un combat contre une image, d'ailleurs, qui s'est poursuivie à plusieurs occasions. Regardez récemment l'histoire de cette gamine palestinienne Ahed Tamimi, qui va être jugée maintenant pour avoir giflé un militaire israélien. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 2 ans, elle apparaissait déjà dans les images des agences de presse et ailleurs. Il s'est trouvé un grand historien, Michael Oren, député, ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Attendez, c'est pas possible, une Palestinienne comme ça. Elle est plutôt blonde, elle a les yeux bleus, elle est blanche, et puis elle parle presque comme une Européenne. C'est sûrement une actrice. Alors, il faut que des Israéliens s'imaginent que les Palestiniens doivent faire appel à des acteurs pour lutter contre l'occupation. Vous voyez quand même le genre de raisonnement. Un mot sur l'actualité. Israël très irrité par une loi votée par le Sénat polonais punissant de prison ceux qui diront ou accuseront la Pologne dans finalement la machine de la mort nazie qui était installée sur leur territoire pendant la Seconde Guerre mondiale. D'abord, il faut effectivement dire les camps de la mort en Pologne, c'était des camps de la mort allemands, nazis, en territoire polonais. Et je crois que près de 6 millions de Polonais sont morts durant la Seconde Guerre mondiale, assassinés d'abord par les Allemands et en partie aussi par les Soviétiques. Maintenant, cette affaire sur la responsabilité de la nation polonaise dans des pogroms qui ont eu lieu avant la Seconde Guerre mondiale et aussi après la Seconde Guerre mondiale, extrêmement grave, oui, il y a eu cela. C'est une affaire politique également du point de vue israélien parce que cela embarrasse pas mal le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui compte beaucoup dans les débats européens sur le soutien des dirigeants d'Europe de l'Est, que ce soit Orban ou les Polonais. Oui, quelques mots de vous, Charles Anderlin. Vous êtes ce témoin engagé, vous grandissez en Lorraine. Vos grands-parents avaient fui l'Anschluss. Et finalement, un jour, vous avez décidé d'aller en Israël, de demander la nationalité israélienne et d'aller vivre dans un kibbutz. C'était finalement, au fond, ce qui a dirigé votre vie? Écoutez, oui, j'ai décidé à l'époque plutôt à gauche. C'était après mai 68. Je m'étais fait éjecter de la fac de médecine de Nancy, où visiblement je n'étais pas fait pour devenir médecin. Et j'ai décidé le kibbutz. Finalement, j'y suis resté 6 mois. Et puis, il se fait que j'ai fait ma vie en Israël. Cela dit, je suis toujours français, israélien, en essayant, d'abord, côté israélien, on a accompli tous mes devoirs, de même que toute ma famille, également franco-israélienne, là-bas.
Et puis en France, je me sens parfaitement français. Je pense qu'il y a de la place pour quelqu'un qui a été éduqué dans un lycée républicain français. Un message à passer aux jeunes Israéliens, c'est un peu ce qu'avec mon épouse Danielle Kriegel, nous avons essayé d'inculquer à nos grands-enfants qui ont effectivement une vision républicaine d'Israël, alors qu'Israël vire plutôt vers une théocratie. Oui, mais au fond, ce message, votre engagement, puisque c'est un engagement dans le journalisme, c'était ça aussi, c'était finalement faire comprendre ce monde-là. Écoutez, je suis arrivé au journalisme, en fait, je fais un aveu tout à fait par hasard, il fallait que je gagne ma vie. Donc le journalisme, et c'est ce que j'essaye d'expliquer à des étudiants en journalisme, c'est d'abord un métier, un salaire et un gagne-pain. Ensuite, il y a comment on le réalise. Alors il y a les principes, il y a la technique et il y a aussi la nécessité d'observer une certaine morale, et de se tourner vers les pauvres, vers les faibles, vers les vaincus, mais il faut aussi expliquer les vainqueurs, il faut expliquer ce qui se passe. Et j'ai appris le métier sur le terrain et c'est peut-être aussi une des meilleures manières, en fait, de l'apprendre. Oui, peut-être votre souvenir le plus marquant de journaliste. Écoutez, il y en a deux. J'étais journaliste à la radio israélienne. Il y avait la guerre d'octobre 73. Et je me souviens que le directeur de l'information était fou de joie. Il agitait une dépêche d'une agence israélienne qui disait que les chars israéliens étaient arrivés au faubourg de Damas. Il ne l'apprendra que plus tard, mais ce jour-là, son fils est mort sur le Golan au cours des combats. Donc déjà faire attention, y aller, vérifier tout. L'autre moment extraordinaire, un journaliste écoute le discours en 77 d'Anwar el-Sadat au Parlement égyptien et Sadat vient d'annoncer « Je suis même prêt à aller à la Knesset à Jérusalem pour faire passer mon message ». La rédaction de la radio israélienne, tout le monde était plié de rire. C'est incroyable. Attendez, quelques semaines avant, la propagande israélienne qualifiait Sadat de Hitler parce qu'il avait dit qu'il était prêt à sacrifier 1 million d'hommes pour reconquérir ses terres. Et tout le monde se marrait comme des fous. Sadat ira à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, mettra une kippa. Eh bien, figurez-vous que celui qui rigolait le plus sur Yad Vashem a fait le reportage de Sadat à Yad Vashem. Les autres étaient à la Knesset pour suivre, et ça, c'était un moment extraordinaire. On ne peut jamais définir absolument un dirigeant arabe ou autre. Faut les connaître, mais tout est possible, et même les choses les plus incroyables. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Témoin engagé, hommage l'ASCAM, donc qui vous salue, vous, le journaliste. Merci beaucoup, Charles Anderlin. Merci.